Nous voilà repartis pour la 4e émission de Bug, le podcast ciné et série télé que vous attendez tous impatiemment, on le sait, surtout en Thaïlande, parce qu'on nous a fait part d'auditeurs et d'auditrices surtout en Thaïlande. Et donc, auditrices, hein, c'est bien. Voilà. Ça me semble correct pour la Thaïlande. On peut tout à fait dire que nous sommes un podcast certainement plus écouté en Thaïlande qu'en France. Donc voilà, nous sommes toujours accompagnés de Seb. Salut Seb. Salut. Et de Bastien. Salut Bastien. Yo. En forme les gars? Ça va, je vais manger une pizza donc ça va. Ouais, bah parfait. Aujourd'hui nous allons traiter This Is Us et Kong Skull Island avec pour finir on aura une petite pastille de Seb sur un film qu'il a beaucoup apprécié. On vous en dit pas plus, ça vous forcera à écouter l'émission jusqu'au bout. Voilà, alors si tout le monde est ok, on commence par This Is Us et Sébastien qui s'y colle. C'est parti les gars. Oui. Donc on lance le jingle des séries télé s'il vous plaît. C'est le jingle télé. Ils nous enculent avec leur série télé. Bravo. Alors oui, donc je vais vous parler de This Is Us. Donc c'est une série américaine qui a débarqué sur les écrans à la dernière rentrée télé de septembre 2016 donc. Et la première saison s'est achevée il y a déjà quelques jours. Alors à savoir pour le format que donc la première saison elle comporte 18 épisodes et qu'un épisode ça dure environ 42 minutes. Hein. Alors en réalité il y aurait dû avoir 13 épisodes, mais au vu du succès grandissant de la série, alors on dit les gars, faut en faire 5 de plus. Alors la série, elle a été créée par un certain Dan Fogelman. Donc il a réalisé Danny Collins avec Al Pacino en vieux rocker. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose, moi je l'ai pas vu. C'est très moyen, ça s'oublie aussi vite que ça s'est vu. Mais après c'est surtout le scénariste donc du sympathique Crazy Stupid Love avec Steve Carell et Ryan Gosling. Et après il a été aussi scénariste dans des Disney, des Pixar comme les deux Cars et Réponse. Donc le mec il a fait d'autres trucs aussi, mais c'est après une carrière du coup assez atypique dans l'ensemble. Comme le mot atypique d'ailleurs qui est assez atypique. Alors l'histoire, pour vous la pitcher un peu, parce que c'est assez facile de la raconter. Donc malheureusement, je vais être obligé de vous griller le twist du pilote. Parce que sinon, on ne peut pas vraiment parler de la série. Donc vous pouvez le dire. Oui, quelle indignité. Mais je vais vous spoiler. Alors en fait... Nicolas Sarkozy sort de ce corps. On va suivre les joies et les peines de 3 principaux protagonistes. Et c'est une série sur les étapes de la vie en gros. Et la particularité de ces protagonistes, c'est que ce sont 2 frères et une sœur. Et ils sont nés en plus le même jour, puisque ce sont des triplés. Et donc ça c'est le spoil pour le premier épisode? Pas forcément. Enfin, ça vous raconte un peu le truc. Mais à côté de ça, on va suivre également la vie de leurs parents à différents moments de leur vie. Et c'est ça vraiment le spoil, c'est qu'au départ tu ne sais pas qui est qui. Et c'est qu'à la fin que tu comprends donc qu'il y a 2 lignes temporelles différentes si tu veux. D'accord. On voit aussi donc les parents vivre. D'accord. Ouais, en fait le pilote te montre les 2 histoires en même temps et à la toute fin de l'épisode quand Mandy Moore accouche le mari c'est Milo Ventimiglia, je sais pas comment on prononce son nom, qui était dans Heroes, et tu réalises qu'en fait ceux qui ont les enfants c'est ceux qu'on a suivi l'histoire dans le reste de l'épisode. Voilà. Et donc après, dans la suite de la série, on a toujours ces flashbacks, mais à différents moments de leur vie. Ce qui fait qu'on va aussi voir du coup l'enfance des triplés. Donc vous comprenez bien, on a une série plutôt assez classique de base qui est mélangée avec différentes lignes temporelles. Et c'est ce qui va faire vraiment toute la différence, j'ai envie de vous dire. C'est ce qui fait l'originalité du récit, c'est ce qui va le dynamiter à la base de différents twists par moment. Car, comme vous le comprenez, on a affaire quand même à une énième série familiale. Mais là, on va avoir le droit à des événements qui sont distillés au fur et à mesure. Parce que tu as un côté ludique avec ces retournements de situation que tu n'as pas forcément dans d'autres séries familiales plutôt classiques. Là, avec ces retours dans le passé,
tu vas avoir genre une petite info qui va avoir une répercussion quelques épisodes plus tard, par exemple. Et surtout, avec le montage de ces deux époques, ça va amplifier l'émotion, moi je trouve, des épisodes. Le principe étant de faire passer une idée, par exemple, d'une époque à une autre époque, et tout de suite, ça va vous donner une hauteur sur les sujets. Parce que ça va rester assez casse-gueule dans son ensemble. Parce que du coup, qui dit série familiale, dit aussi une série assez, j'ai envie de dire, moralisatrice, avec ses valeurs donc sur la famille. Même si la série évoque des sujets plutôt modernes, on sent quand même derrière tout ça la vieille tradition américaine, catholique, comme le faisait par exemple une série comme Friday Night Lights en son temps. Ouais, c'était pour moi le gros point noir de la série, c'était le truc religieux, pas de sexe, etc. C'est ça. Et là, on retrouve un peu ça dans This Is Us, mais après la série est assez maligne pour transformer cela en quelque chose d'assez universel au final. Ça parle de la vie, donc forcément, à un moment ou à un autre, ça va vous parler à vous en tant qu'individu. Parce que This Is Us, c'est nous. Et c'est ça le gros projet derrière la série, j'ai envie de dire. Et vous serez touché normalement, parce que les gens, quand ils parlent de This Is Us, ils vont vous vendre la série en disant que c'est la série qui va vous faire pleurer. Les gens, ils ont tendance à dire ça. Donc, ce qui est vrai qu'à chaque épisode, il y a son lot de moments pour vous faire craquer. Moi, perso, sur la saison, j'ai dû verser quand même 3 fois la larme. Donc, c'est quand même plutôt une belle performance. Bah, quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va pas tous être touchés par les mêmes choses, en fait. Il y a des choses qui, intimement, vont vous parler plus que d'autres. Mais après, du coup, vous l'aurez compris, c'est que le risque de la série, c'est ce trop-plein d'émotions et de bons sentiments. Faudrait pas que cela ça devienne assez anxiogène, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que pour cette première saison, pour moi, ça a fonctionné, mais j'ai peur que pour la suite de la série, j'ai l'impression que ça va devenir un peu mécanique, ce truc tire-larme, parce que c'est vraiment devenu la marque de la série. Genre, les gens, avant qu'ils commençaient l'épisode, ils se disaient, bon, bah, préparez vos mouchoirs et tout, on va rechialer. Ouais, d'accord. Et il faudrait pas trop que ça s'enfonce dans le cliché, le soap opéra à la Grey's Anatomy. Pas une parce bonne que la série, là. bah oui, mais la série, mine de rien, elle joue dans cette catégorie-là. Elle tourne autour de cela, mais pour l'instant, elle surpasse ces séries-là. Ouais, elle est plus maligne, elle est mieux écrite. Elle l'a pervertit un peu avec son système de temporalité biaisée, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est même mieux écrit, mieux exécuté. Mais je pense qu'avec peut-être l'usure du show, à un moment, ça va se faire sentir, ça. Et il y a déjà eu une petite alerte dans le final de la saison qui fut au final assez manipulateur dans son ensemble, et ils l'ont joué à petits bras. Alors que sur le papier, ça aurait pu fonctionner, ça aurait pu être assez puissant. Moi, j'aurais envie de leur dire pourquoi pas, les gars. Mais là, quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit ça tire un peu à la ligne, ça surligne déjà des choses, c'était déjà moins bien écrit. Alors pour ceux qui ont vu l'épisode, t'as une histoire autour du poker, de l'argent, le genre de truc que t'as vraiment pas envie de voir dans un season final. C'est pas digne, quoi, d'un season final. Et j'ai été assez déçu de l'épisode. Parce que quand tu termines une saison, en général, tu te dois de donner au spectateur soit l'envie de revoir la prochaine saison ou de marquer les esprits. Ouais. Et là, quand tu termines l'épisode, je trouve qu'ils sont passés un peu à côté des deux, quoi. Mais je pourrais en parler plus précisément si vous aviez vu du coup l'épisode. Là, je peux pas rentrer forcément dans les. Mais en fait, je sais pas si tu fais référence à un truc parce que je me suis fait spoiler le lendemain de la diffusion du dernier épisode. Parce que je regardais, enfin, je vais pas dire où aller voir le truc, mais je regardais des interviews sur YouTube et il y avait écrit machin à propos de telle chose qui s'est produite. J'ai lu ton tweet à propos de ça et non, c'est pas ça. Ah, d'accord. T'inquiète pas. Enfin, je me suis quand même fait spoiler la gueule. Oui, quand même. Mais ça, en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait spoiler, mais après, la série non plus ne joue pas que sur ça. Ah, parce qu'il y a Bruce Willis dans le dernier épisode. Mais après, si vous voulez, en fait, c'est ça, il faudrait pas qu'il tombe dans le syndrome How I Met Your Mother.
Parce que la série fait penser parfois à Meet Your Mother. Ouais, je t'avoue que quand t'as balancé le pitch tout à l'heure avec les gamins et tout, j'ai bizarrement pensé à ça. Et, enfin voilà, ça m'a rappelé un peu ce système-là. Bah, tu retrouves un peu ça effectivement dans ce récit avec la chronologie donc éclatée. Sauf qu'en plus là, on n'a pas affaire à une sitcom. Donc la frustration elle va être d'autant plus importante s'ils jouent trop à ça. Ouais. Alors, d'ailleurs, c'est pas une sitcom, mais il faudra aussi qu'ils améliorent leur humour. Parce que même si c'est pas une série qui se veut drôle, je le trouve pas. Ils essayent de faire forcément des petites phrases marrantes des moments, mais c'est pas très efficace pour le moment. Ça serait bien qu'on en ait. Je demande pas à ce qu'on se paye des barres pendant l'épisode, mais ça serait bien que ça soit un petit peu plus réussi. Parce que c'est quand même important l'humour pour l'humanité des personnages, de ne pas être bon que dans le drama aussi. Ça équilibre encore un peu mieux les choses. C'est clair. Six Feet Under par exemple, qui reste pour moi la référence ultime en matière de drama familial, réussissait comme ça des petites touches d'humour par-ci par-là. Bon, on va pas parler trop de Six Feet Under parce que je vais m'égarer un peu si on commence à comparer les deux séries, car pour le coup ça joue pas dans la même catégorie non plus. Parce que comme je vous l'ai dit, This Is Us c'est diffusé sur NBC, donc qui dit NBC dit gros network qui se doit de faire des gros scores, de l'audimat, comme Lost en son temps par exemple. On n'est pas sur une chaîne du câble comme HBO qui était plus libre, plus radicale. Ouais, donc tu es en train de dire aussi qu'il n'y a pas de boobs, il n'y a rien. Non. Ah là là. Et c'est pour ça aussi que j'espère que This Is Us n'abusera pas trop des rebondissements pour maintenir en haleine son spectateur. Car trop de rebondissements, forcément. Tue le rebondissement. Et c'est le risque aussi de faire de longues saisons. Parce que donc, du coup, là, il y avait 18 épisodes. J'ai bien peur que pour les prochaines saisons, on se dirige vers les classiques 21, 22 épisodes. Et déjà, sur cette saison, on le sent un peu le rajout des 5 épisodes. Parce que donc, les flashbacks, si vous voulez, normalement, quand tu commences les 13 premiers épisodes, tu sais pas trop à quel moment tu vas te situer dans la temporalité des flashbacks. Et sur les 5 derniers épisodes, c'est des flashbacks qui se suivent en fait. Ils essayent de faire une storyline dans les storylines. Wow. Donc, ça se pose déjà un peu à raconter des histoires. C'est un peu dommage. Mais après, il faut que vous sachiez que ça reste comme une série beaucoup plus aboutie que Parenthood. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Qui était un peu du coup une série qui était un peu dans le même genre, dans une série familiale à base de bons sentiments et qui était aussi donc sur un gros network. Parce que au final, This Is Us, sur le départ et même à l'arrivée d'ailleurs, moi je suis pas plus emballé que ça par la plupart des personnages. Ils sont pas super intéressants quand tu regardes, à part peut-être Randall et vraiment le couple de parents. Ils ont des storylines qui donnent pas super envie, et ça se ressent même d'ailleurs par moments dans les épisodes, avec tout ce qui tourne autour de sujets comme l'obésité, l'acteur raté. Mais là où la série est forte, là où c'est vraiment plus que cela, c'est que je trouve qu'ils sont plus forts que le cliché. C'est d'arriver d'extraire de sujets pas forcément intéressants, de par son écriture, un attachement et une proximité avec eux. Et là, pour quelque chose qu'ils vont ressentir et que toi aussi tu vas ressentir. Tu as une humanité débordante chez eux. Pour vous donner un exemple concret, moi j'adore ce genre de scène dans les séries où tu as deux personnages qui sont dans des storylines assez différentes et donc qui ne sont pas censés se rencontrer, se retrouvent finalement à regrouper à un moment. Et ils vont parler tous les deux, là par exemple, assis sur un perron, à discuter de la vie, à philosopher. Alors qu'à la base, on n'est pas censé les voir ensemble, ces personnages-là. Et là, la série, pour le coup, elle se met en danger. T'as un côté très Six Feet Under-esque, pour le coup. Et je trouve que ça rend vivant le truc. Bon, après, je vous sens un peu fébrile aussi, du coup, sur le cas Milo Ventimiglia. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est lui qui interprète l'acteur raté ? Non, c'est lui qui interprète le rôle du père de famille, du coup. Ah, dommage. Et donc, vraiment l'acteur référence pour la série. Et donc, on le connaît, cet acteur-là, parce qu'il a été donc Peter Petrelli dans la série Heroes. Et le fils de Rocky. Et oui, c'est ça, Rocky dans Rocky 6. Et qui a vraiment, même en vieillissant, finalement, une vraie ressemblance avec Stallone. Avec Stallone. Il a le même problème, en fait, de bouche, un peu de travers. C'est marrant. Et même dans son jeu, il y a ce côté-là un peu américain moyen. Ouais. Alors jusqu'ici, c'est quand même un acteur donc, qui n'avait pas vraiment marqué les esprits.
Mais là, je vous rassure, il prouve bien ici qu'il suffit parfois pour un acteur d'avoir le bon rôle pour montrer tout l'étendue de son talent. Et là, Milo, il trouve le rôle de sa vie. Dans celui donc du père de famille. C'est un personnage qui est vraiment magnifique dans la série. Et d'ailleurs, la série aura bien du mal à s'en détacher. Tant il est déjà un exemple pour nous tous, nous les hommes, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, forcément, il est plus complexe que cela. Il reste touchant de façon quoi qu'il fasse, ce personnage-là, qui rate quelque chose ou qui s'impose comme le père parfait, prêt à tout pour ses enfants. C'est le personnage pivot de la série. Celui pour qui, j'ai envie de dire, le groupe Les Innocents a écrit la chanson Un homme extraordinaire. D'accord. Parce que mine de rien, cette petite chanson des Innocents me fait penser au personnage de Jack, donc. Et là, je pense que cette info-là, vous ne la lirez nulle part ailleurs. Il n'y a que moi qui va vous en parler et c'est vraiment cadeau pour les auditeurs. Félicitations. Et puisqu'on est dans la musique, il va de soi que la série utilise quand même son lot de musique bien sympatoches, qui font plaisir aux esgourdes, qui font chialer aussi parfois. Alors t'as des musiques indé, des petits trésors cachés mélangés à tout ça. Alors attention évidemment à ne pas trop tomber aussi dans le classique. Dans le classique, comme un moment j'ai trouvé que c'était il fallait pas mettre ça à ce moment-là, c'est la petite musique de trop. Et il faut pas, pareil, oui, c'est pas la Grey's Anatomy, quoi. Faut pas que chaque fin d'épisode termine sur sa petite chanson où tu vois tous les personnages. Ouais. Mais après, c'est une série qui va chercher quand même du Jackson C. Frank, donc juste pour ça, ça quand même, ça claque, ça impose le respect. C'est le même morceau que dans le film des Daft Punk? Non, c'est pas le même. I Want to Be Alone. Et surtout, Tony, si je devais te donner qu'un seul argument pour te donner envie de voir la This Is Us, c'est que la série s'ouvre sur This with Dignity de Sufjan Stevens. Ah. Et donc une série qui souffre sur du Sufjan Stevens ne peut pas être une mauvaise série. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres exemples pour l'instant, donc on ne peut pas comparer. Et Sébastien, toi, l'argument que je te propose pour te donner envie de te relancer dans la série, c'est que les personnages dedans vouent un culte à Police Academy 3. Et toi, je sais qu'en tant que visionneur de beaucoup de films de merde, ça t'interpelle ce genre de choses. Tous les Police Academy m'interpellent. Je suis un grand fan de cette saga que j'ai tous en cassette vidéo. Bref, pour conclure, parce que je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, sinon il faut rentrer dans les détails de la série, je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même. À savoir donc aussi qu'ils ont re-signé déjà pour 2 saisons supplémentaires. NBC sentant qu'ils tenaient là entre leurs mains quand même une pépite, parce que là le dernier épisode c'est genre 12 millions de spectateurs qui se sont mis devant leur poste de télé. Donc je crains que NBC use jusqu'à la corde la série, mais en attendant il lui reste encore sous le coude pas mal de choses. Cette première saison de toute façon propose plein de beaux moments, comme il y en a trop peu maintenant aujourd'hui dans les séries télé, et je pense que la série va encore nous en proposer dans les saisons à venir. Mais mon conseil que je donnerais à nos amis scénaristes, c'est rester malin, mais pas trop. Et surtout, l'écriture, toujours l'écriture. Voilà, j'enfonce une porte ouverte, bonjour écriture, mais ça sera vraiment primordial pour la suite. Bravo. Moi, Et je vais juste rebondir en vitesse 2 secondes, parce que comme j'ai vu le premier épisode, la première chose, Bastien disait qu'on serait pas tous touchés par la même chose. Je vais me permettre d'être un petit peu graveleux en disant que moi j'aimerais bien être touché par Mandy Moore. Ouais. Et ensuite, le truc c'est que moi j'avais justement décidé de ne pas continuer à cause de ce twist où avant de faire l'émission on discutait de savoir s'il fallait le griller ou pas. Et moi je disais que oui, il fallait le griller parce que c'est justement ce qui m'avait bloqué. Et donc je suis un peu plus curieux du coup d'aller voir la suite. Parce que en fait le twist, ça me faisait me dire je vais regarder un truc de petit malin qui est pas si malin que ça. Et finalement ça va être un petit peu lourd. Donc je suis maintenant curieux. Et donc c'est bien vendu. Et on enchaîne tout de suite avec un autre truc qui est un petit peu lourd, c'est Kong Skull Island, le blockbuster auquel personne n'a échappé ces derniers temps. Donc là, à l'heure où on parle, il est sorti il y a une petite dizaine de jours, si je ne m'abuse. Seb et moi, nous l'avons vu, pas ensemble, je tiens à préciser. Et j'aurais dû tenir la main. Oui, effectivement, ou pleurer sur ton On aurait eu épaule. besoin par moment. Et donc tu veux commencer à en parler, Seb, ou
Vas-y. Oui, autant y Vas-y. aller. Hein. Alors, j'ai l'impression que le film est une forme d'excuse de la part des producteurs de Godzilla. Godzilla, si on se souvient, c'était un film extrêmement frustrant sur ses séquences d'action, où quand ça allait se foutre sur la gueule, monstre contre monstre, tu coupais et t'arrivais sur le point de vue humain. C'était ça en fait le film, c'était Godzilla mais à hauteur d'homme. Faut préciser que tu parles du Godzilla, la dernière version. Hein, Oui, celui de Gareth Edwards. Gareth Edwards, ouais. Et donc c'était assez frustrant. J'aime beaucoup le film, enfin en tout cas je l'ai pas revu depuis sa sortie, mais je l'avais bien aimé et le combat final était assez monstrueux et vraiment génial. Mais il y avait un gros souci là-dessus, c'était le manque d'action. Et j'ai l'impression que les producteurs se sont dit, puisque maintenant ils créent leur Monster Universe, donc prochainement Godzilla et King Kong vont se foutre sur la gueule, je crois que c'est pour 2020. Et donc là ils sont arrivés, ils ont dit ok, on va s'excuser pour ce manque d'action et on va mettre un réal qui sait filmer l'action. Et quand c'est un film de monstre, Kong Skull Island est vraiment génial. Franchement, j'ai trouvé super jouissif par moment dès que Kong est à l'écran en fait. Mais voilà, ils ont décidé de s'excuser pour l'action, mais ils ont oublié de prendre des scénaristes parce qu'on se retrouve avec une histoire de merde, vraiment sans intérêt, des personnages inexistants au possible. Je pourrais même pas vous citer un nom ou une activité des personnages, à part que Sam Jackson est en train de s'éclater à jouer les méchants comme d'habitude. Et donc je me retrouve avec un film bâtard, c'est-à-dire qu'il y a une moitié que je trouve insignifiante et une moitié que je trouve ultra jouissive, donc mon cœur balance. C'est très rare que ça arrive. Voilà. D'accord. Bon, c'est à moi, c'est ça? Oui. Bah écoutez, moi c'est à peu près l'exemple type du genre de film pour lequel je vais plus au cinéma. Ça rate tout ce que ça veut tenter. Alors effectivement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage, c'est quand même un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'on peut m'en foutre plein les mirettes avec l'action, et effectivement, c'est peut-être le seul point positif que j'ai trouvé au film, c'est assez généreux à ce niveau-là. Sauf que je n'en ai strictement rien à foutre, vu que les personnages, ils n'existent pas, même Kong, il n'existe pas, il n'a pas d'âme, il n'a pas de cœur, ou si peu. Il est là, alors, je vais juste faire une parenthèse, la seule scène d'action qui m'a tenu un peu éveillé, c'est la première, l'arrivée sur Skull Island avec les hélicos. Ouais. Donc voilà, celle-ci effectivement, étant donné qu'elle arrive assez rapidement, j'ai envie de dire, dans la timeline du film, à l'accroche. Le problème c'est qu'après, quand t'as pas de personnage, quand t'as pas d'histoire, tu t'emmerdes quoi. Et l'action, moi j'en ai plus rien à foutre. Donc je peux même pas vous dire ce qui se passe, contre qui il se bat après, parce que limite je somnole. Et voilà, alors, je vais vous donner des exemples sur l'écriture complètement nawakesque que du bousin. C'est que, du coup, il y aura du spoil, mais vous vous inquiétez pas. Il n'y a rien à spoiler. Vous allez rien louper. Donc, il y a un personnage qui est interprété par Toby Kebbell. Donc, on a vu aussi dans Black Mirror, dans l'épisode 3 de la saison 1 de Black Mirror. Bon, voilà, très bonne série entre parenthèses. Donc, lui, en plus, il faut préciser qu'il interprète à la fois le Major Chapman dans le film et aussi Kong. Donc ça, par contre, je l'ai découvert quand je suis allé checker la liste sur IMDb. Enfin, c'est pas Andy Serkis, quoi. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc, ce personnage-là interprète le Major Chapman. Donc, le Major Chapman, il meurt à un petit moment dans le métrage. Et donc, nous, le spectateur, nous voyons sa mort. Le problème, c'est que les autres personnages vont continuer à le chercher pendant le restant du film. Sachant que nous, on sait déjà depuis belle lurette que le personnage est mort. Donc autant vous dire qu'on s'en bat bien les steaks de cette quête qui ne mène à rien. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, le cast est à la ramasse, total. Hiddleston, avec son charisme d'aubergine, le mec qui veut nous faire croire qu'il joue un tough guy, mais c'est pas possible, on n'y croit pas. La nana, madame qui a un prénom de fromage, voilà, elle a de très belles dents et elle porte très bien le débardeur, mais j'ai envie de dire voilà, c'est pas Naomi Watts, voire même Jessica Lange, ou on va pas comparer avec Fay Wray pour la légende, mais voilà, Samuel Jackson fait les gros yeux, et il le fait très très bien. John Goodman, son personnage est pas inintéressant au départ. Le problème c'est que à un moment tu te demandes s'il est mort dans le film ou pas. Et en fait il meurt. Hein, donc il y a deux morts de personnages dans le film qui sont complètement what the fuck. Il y a celle de John Goodman et celle de John Ortiz. Alors John Ortiz, je vais faire une petite parenthèse, c'est un acteur que j'adore. Pour ceux qui le situent pas, il fait une sorte de personnage comme Gennaro dans le premier Jurassic Park. Il fait une sorte de financier, je sais pas quoi, qui a rien à foutre dans la jungle.
et donc qui accompagne le restant de l'équipe, et donc il meurt assez rapidement, et c'est fort dommage parce que John Ortiz c'est franchement un super acteur. Dans Luck, la série de Michael Mann sur le monde de l'équitation et des courses hippiques, il était excellent. Enfin bon, bref, je referme la parenthèse. Donc tout ça pour vous dire que les personnages n'existent pas, l'histoire n'existe pas. Alors concernant l'histoire, ce qui pouvait être intéressant, c'est qu'ils avaient choisi pour une fois une histoire différente de l'histoire classique de Kong. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, moi j'étais tout à fait enclin à suivre ça, sauf que bon bah voilà, ça n'existe pas. Ensuite on a essayé j'ai vu que certaines critiques essayaient de vendre le film comme une sorte de plaisir coupable, un peu à la bis italien, bis rital des années 80-70, non mais pas du tout quoi, je veux dire, on n'y est pas, c'était marrant les films des rital dans les années 80 là, et là c'est pas drôle, enfin franchement c'est d'un ennui profond. Pour preuve, la scène d'intro qui va très loin aussi dans le nawak. Seb, tu la situes avec l'arrivée des deux pilotes, un pilote japonais, un pilote américain sur Skull Island. Les mecs tombent tous les deux de leur avion. Donc ça se situe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les mecs tombent tous les deux de leur avion sur Skull Island, ils continuent de se foutre sur la gueule sur l'île. C'est filmé façon Sergio Leone, comme un duel classique. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire jusque là. Et tout à coup, ils sont surpris, voyez-vous cela, par Kong qui fait approximativement 300 mètres de haut, qui doit peser je ne sais combien de tonnes, et pendant tout le film de toute façon vous verrez que personne ne l'entend jamais arriver. Le mec qui se déplace, c'est un ninja quoi, c'est Kong Ninja. Personne ne le voit arriver. Alors par contre quand il repart il fait du bruit. Ça par contre j'ai noté dans le film, à un moment il repart et là il fait du bruit. Quand il arrive sur la pointe des pieds, nickel, mais quand il repart il fait un peu de bruit. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Et voilà. Bon, donc les scènes d'action, on a dit que c'était généreux, et effectivement c'est généreux, mais le problème c'est que à part la scène des hélicos, toutes les scènes d'action elles se font défoncer par celle du film de Peter Jackson qui était déjà sûr, hein. qui était déjà bien doté à ce niveau-là. Donc voilà, pas de perso, pas d'enjeu, pas d'histoire, pas de progression dramatique. Sinon, téléchargez-le, ça vaut pas plus. Voilà. Ouais. C'est bien, vous me confirmez mon envie de pas le voir. Ouais, enfin moi, comme je le disais, hein, c'est-à-dire, mon cœur balance, c'est-à-dire que les séquences d'action sont vraiment géniales, mais c'est vrai qu'elles sont au service de rien du coup, et c'est extrêmement frustrant. Après, ça te tient éveillé, et je trouve que le réal, au nom imprononçable, Jordan Vogt Robert, Ouais. fait un job formidable, mais il y a un vrai problème d'écriture quoi. C'est-à-dire que à la base, après les bandes annonces, on se disait tous que le personnage de John C. Reilly allait être le plus insupportable, Ouais, et c'est vrai qu'il a tendance à être un petit peu casse-couille. Mais au final, ouais, c'est peut-être c'est le celui. seul qui existe. Voilà. C'est le seul exactement. qui a une vraie fin dans le truc, c'est le seul qui a une histoire. Ouais. Si tu dois me demander de parler de n'importe quel personnage, le seul que je peux te citer, c'est celui de John C. Reilly, parce que c'est lui qui, d'ailleurs, autant le spoiler, hein, c'est lui l'américain qui arrive au tout début du film, et qui va passer 20 ou 30 ans sur l'île, et donc c'est le seul qui a une motivation pour rentrer chez lui, et c'est le seul qui a une conclusion, une vraie conclusion, c'est dingue. Très belle fin d'ailleurs avec ce petit film filmé dans l'esprit Super 8 où il rentre chez lui après avoir passé je ne sais plus combien d'années sur Skull Island, c'est assez magique. Alors qu'il aurait fallu faire ça en film, enfin il aurait fallu le faire pour de vrai dans le film quoi, plutôt que de s'intéresser aux autres personnages inexistants. Tout à fait. Et alors oui, je veux juste revenir aussi là-dessus parce que c'est une tendance qu'on voit dans les blockbusters actuels. Il y a un personnage de chinois, hein, vous inquiétez pas. Ah oui. Dans l'équipe, Bah, parce que maintenant il y a toujours un personnage de chinois dans les blockbusters actuels, vu que la plupart sont financés par des fonds chinois aussi. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Bah voilà, Bastien, on t'a donné envie d'y aller? Bah écoutez, non, moi au départ j'étais très chaud parce que rappelons que la bande-annonce quand même était Mais ouais. Assez incroyable. Ouais. Comme le Godzilla du coup, et Godzilla j'avais été très déçu en voyant le film et je me suis dit que ça allait peut-être faire la même chose, et au vu des premières critiques qui allaient dans ce sens-là de film bas du front, je me suis dit bon bah c'est mort. En fait c'est encore le syndrome, j'ai l'impression, Marvel qui s'est infiltré là-dedans, et donc des personnages inexistants, C'est ça, ouais. des séquences d'action spectaculaires, Mais dont on de rien du tout. au service de rien, voilà, exactement. C'est un peu le problème. Après, je peux. Ouais, vas-y. Ce que je lisais aussi, c'est que du coup, en fait, on a l'impression de voir un film sci-fi, genre Sharknado versus Brontosaurus. Ouais, ouais, j'ai vu pété ça de thunes, aussi. quoi. Ouais, j'ai vu ça aussi. J'ai vu certains avis aussi qui visaient ça aussi. Ouais, ouais. Ouais. Bon,
bon, c'est Mais en ouais. bien filmé quand même. Ouais, Ça a bien gueule. c'est quand même un peu mieux mis en scène, ouais, on va dire. Mais ouais, c'est surtout beaucoup plus pété de thunes, clairement. Mais si je peux me permettre juste de revenir sur Godzilla, qui reste certes un peu décevant, je trouve qu'au moins il a une certaine âme. C'est-à-dire les personnages sont mal écrits, tu t'en fous complètement d'eux, mais tu sens que derrière Gareth Edwards, ce qu'il avait vraiment envie de faire, c'était un film sur Godzilla et qu'il aime profondément le truc. Après, oui, c'est un peu frustrant, c'est un peu chiant par moment et ça méritait d'avoir un truc plus jouissif. Ouais. Parce que c'est dommage, parce que quand je vois la bande-annonce, il y a vraiment déjà là les plans iconiques qui sont là. Mais ouais. C'était intéressant quand même de faire un King Kong différent des Mais autres, ouais. vraiment guerrier, mais j'ai l'impression que c'est pas réussi du coup. Ah ouais. Les plans iconiques, t'en as plein. Hein. Tu vas avoir quelques, plein ouais. de De trucs money pour shot, One Perfect Shot sur Twitter. Ouais. C'est rempli de ça à bord. Hein. Ouais, il y en a un peu, ouais. Effectivement. Bon, alors du coup, ça m'inspire la question du podcast, messieurs. Quel est le meilleur film que vous ayez vu avec un singe hors King Kong? Bah, je vais aller sur Mookie alors. Ah, J'ai un peu honte. Mais... biscotto. Oui, voilà. Jacques Villeray, Eric Cantona et un petit singe. C'est et parfait. Jacques Villeray, Le regretter. le regretté. Pour moi, ce sera j'ai gagné Chakmar. Un excellent Chakmar. Effectivement. Et Tony, donc Bah moi, je vais voter pour Incident de parcours, le Monkey Shines de George Romero. t'es le seul sérieux dans la réponse. Ouais, j'avoue qu'il est pas très drôle celui-là. C'est pas faux. Bon, bah du coup, Seb, vu qu'on est qu'à 35 minutes d'émission, tu vas pouvoir parler d'un autre film coup de cœur que tu as eu. Oui, Et, un grand Ouais. film de Jim Jarmusch. Alors que ça fait tout de suite grand cinéma d'auteur. Donc vous voyez, on va être très sérieux. Ça s'appelle Patterson, c'est sorti fin de l'année dernière, je sais pas exactement quand c'est sorti d'ailleurs chez nous, enfin, c'était un film pour les Oscars et compagnie, qui a pas eu grand chose d'ailleurs comme nomination. C'est un film sur le quotidien, littéralement. Ça intéresse qui? Franchement, t'as un mec qui se lève le matin, il mange son bol de céréales, il va promener son chien, il va bosser, il va boire un verre au bar du coin de temps en temps. Et voilà, c'est approximativement le résumé du film pendant 2 putains d'heures. C'est, je vais vous raconter 2 scènes en vitesse pour vous montrer à quel point ce film est formidable. À un moment, donc, Adam Driver qui joue Patterson est chauffeur de bus et le bus tombe en panne. Hey, driver, chauffeur de bus. Ouais, exactement, je pense que c'était une blague. Ou Kamel de Love Story 2. Et donc, le bus tombe en panne, il descend les passagers, il emprunte le téléphone d'une gamine pour aller demander de l'aide parce qu'il n'a pas de téléphone. Donc après, il retourne à sa maison et sa femme lui dit bah tu devrais acheter un smartphone. Ouais, mais le problème c'est qu'il aime pas ça, donc bah il en veut pas. Et voilà, c'est la scène et tu te dis il va se passer un truc derrière. Non, il se passe absolument rien derrière. Une deuxième scène, si celle-là ne vous a pas suffi, c'est que le mec il écrit des poèmes pendant tout le film, absolument magnifiques, passionnants, et il les range toujours, sauf qu'un jour il va au cinéma et il oublie de les ranger. Et le chien mange les poèmes, putain de merde. Pendant 10 minutes, il te fait une dépression, puis on lui offre un nouveau cahier, et il se remet à écrire ses conneries. Fin du film. Je vous ai écrit un poème, Pétrave. Donc voilà, maintenant, je parle pas du film juste pour le défoncer, enfin si un petit peu, parce que c'est quand même le truc le plus chiant. Le dernier Resident Evil, qui est une merde absolue, c'est un chef-d'œuvre à côté. Je préfère regarder ça 40 fois par jour que de me subir une demi-heure de Patterson. Donc moi j'ai une question maintenant, je l'ai posée sur Twitter, personne ne m'a répondu, soit parce qu'ils ont pas envie, soit parce qu'ils ont rien à dire. Ma question c'est, qui ça intéresse ? Comment vous aimez? Pourquoi vous aimez? Je veux vraiment le savoir. Qui ça peut intéresser de regarder un film sur le quotidien? Personne viendrait me suivre pendant une journée de ma vie en disant c'était quand même pas mal. Non, ma vie c'est de la merde, soyons honnêtes, et c'est ce qu'ils ont fait en film. Je ne comprends pas, j'ai besoin d'une putain d'explication. Écrivez-nous, donc on fera transmettre à qui de droit. Voilà. Que ce soit sur Twitter, que ce soit en commentaire sur la page YouTube, peu importe, je veux une putain de réponse. Qui ça intéresse? Pourquoi? Et comment? Qui êtes-vous? Quels sont vos réseaux? Dites-nous. Et il n'y a même pas de mépris derrière, hein. Je veux juste essayer de comprendre qui ça peut intéresser. Sincèrement, sans blague, sans mépris. Oui. Parce que pour moi c'est le degré zéro du cinéma. Même la pire merde au monde qu'on pourrait considérer, on parlait de Sharknado, même ça c'est plus intéressant à regarder, franchement. Bon, eh bien, un film que nous vous conseillons chaudement ici à Bug, le podcast, c'est donc Patterson de Jim Jarmusch.
Un réalisateur dans nos petits papiers. Ouais. Son dernier, Only Lovers Left Alive, était déjà bien chiant, avec ton copain Tom Hiddleston d'ailleurs. C'était horrible. Non, mais on peut reconnaître quand même à Jarmusch d'avoir bon goût question musique. Après, il aurait peut-être dû laisser le cinéma tranquille, mais voilà. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, avez-vous quelque chose de plus à rajouter? Pour ma part, non. Moi non plus. Très bien. Degré de mauvaise foi dans l'émission, Seb? 12%. 12%, c'est à peu près l'estimation de vote pour Benoît Hamon au premier tour. Bastien? 49,3. Oh, 49,3. D'accord, je vois où vous en êtes. J'en suis à 4%. Voilà, donc c'est un peu plus que Jean-François Copé, mais c'est un peu moins que Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter, les comptes Grumpy Seb et Alphonse Dadet. Le podcast aussi a son compte Twitter, c'est Bug le podcast. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la chaîne YouTube ou sur Twitter, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve assez rapidement, je l'espère. Et à très bientôt. Bisous à la Thaïlande. Bisous à la Thaïlande. Et ciao. Salut. Salut. Bye.